Bonjour à tous, il est 14h04, donc je vous propose qu'on commence donc ce webinaire Smart Villages. Donc déjà pour me présenter, donc Lucille Ouessard, moi je suis adjointe du bureau de la coordination du développement rural au ministère de l'Agriculture. Donc le ministère, c'est un des 3 copilotes qui font partie, donc qui pilotent le réseau rural national, donc en lien avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ANCT, et Région de France. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue donc pour ce webinaire consacré donc à la thématique Smart Villages. Donc, comme vous allez le voir un petit peu après, c'est une thématique, c'est une notion qui est assez récente et qui renvoie à l'idée d'avoir un village assez agile et plus résilient pour finalement pouvoir aborder toutes les thématiques, toutes les problématiques qui se présentent. Donc, par construction, c'est une notion qui fait appel à des thématiques très larges, à la fois sur le domaine vraiment de l'agricole, mais aussi plus largement sur le rural. Et donc, en fait, on voit bien qu'on est dans une thématique qui est au cœur des programmations européennes et qui fait l'objet de financements dédiés à des projets qui vont justement participer à ces villages qui s'engagent dans ce type de démarche. Donc, via des fonds, donc le FEADER, donc les fonds européens agricoles pour le développement rural. Et donc, c'est dans cette idée-là que les copilotes du réseau rural ont choisi de financer la création d'un guide qui est très opérationnel, très pédagogique et qui vise à aider tous les acteurs des territoires à pouvoir s'engager dans ces démarches de Smart Villages. Donc là-dessus, on a confié la rédaction de ce guide à l'ADRES, donc l'Association pour le développement en réseau des territoires et des services, qui se présentera juste après, et qui a donc réalisé avec brio ce guide. Donc, vous pourrez déjà trouver dans le chat sur votre écran un lien qui vous permet d'être redirigé vers un site où vous pourrez avoir le guide en version numérique et il vous sera également possible, à l'issue de la présentation, si jamais ça vous intéresse, de pouvoir précommander le guide qui n'est pas encore imprimé. Donc, il y aura un petit temps de délai et donc vous pourrez ensuite vraiment le recevoir également en format papier. Donc, c'est vraiment dans la partie chat de votre écran. Pour la suite, je vous propose de partir donc sur une séquence d'une trentaine de minutes où l'ADRE va pouvoir vous présenter ce guide et donc la démarche des Smart Villages. Suite à ça, on aura une séquence de questions-réponses. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, vous ne pouvez pas participer directement en prenant la parole. Vous devez vraiment rentrer vos questions dans le chat sur le côté de votre écran. Et c'est à l'issue de la présentation que l'intervenant prendra en compte toutes vos questions et répondra en direct. À noter par ailleurs que les échanges qu'on va avoir dans le cadre de la présentation sont enregistrés et seront rediffusés par la suite. Donc, vous n'hésiterez pas, à l'issue de la présentation, vous pourrez partager le lien et pouvoir le diffuser à vos collaborateurs si vous avez trouvé ça donc intéressant. Et vous y référez donc par la suite. À la fin de cette séquence, donc à la fois de présentation par l'ADRE et de questions-réponses, on vous proposera de basculer sur des ateliers en sous-groupe, en fait, pour pouvoir interagir directement avec des acteurs du territoire qui ont déjà dans leur commune lancé ce type de projet-là. Et donc là, vous verrez, ça sera un petit peu plus interactif puisque vous pourrez avoir un retour d'expérience et également poser vos questions à ces intervenants-là. Donc, je remercie d'être présents. Si on est tout bon de ce côté-là, je propose donc de laisser la parole à Claire Bellet, qui fait partie de l'ADRE et qui va pouvoir donc vous présenter ce guide. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et donc, il me fait très plaisir pour l'ADRE de vous présenter les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de cette mission qu'a confiée le Réseau rural national à l'ADRE et qui a démarré il y a un peu plus d'un an, début 2021. Je vais vous présenter différents éléments et partager mon écran pour la présentation qui va guider mon intervention. Désolée, un petit instant. Le numérique. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est l'occasion de vous parler, de vous restituer les travaux qui ont été conduits dans le cadre de la réalisation de cette étude, qui a duré maintenant plus d'un an. Je suis Claire Bellet, donc responsable de projet au sein de l'association ADRE, qui, en bref, depuis plus de 20 ans, se donne pour mission de développer les services au public et leur accessibilité dans les territoires ruraux et de montagne alpins.
Alors, je vais conduire cette présentation en 4 temps. D'abord, vous parler de la méthodologie qui a conduit à l'élaboration de ce guide, ainsi que l'origine et pourquoi le réseau rural a pensé pertinent particulièrement de mettre l'accent et de développer un guide méthodologique qui y a trait. Une deuxième partie, bien sûr, pour vous dire de quoi on parle quand on parle de Smart Village, terme anglicisant, n'est-ce pas, et de vous apporter des éléments de définition. Puis une troisième partie sur les principes directeurs, des principes qui peuvent guider cette action et la mise en place de cette démarche dans les territoires ruraux. Pour finir par un point très important, le par quoi, par où commencer. Donc tout d'abord, pourquoi une étude sur le Smart Village? Donc comme il vous l'a été dit, cette étude a été commandée par le Réseau rural national qui, par les années passées, comme le Réseau européen pour le développement rural, avait déjà travaillé la question et proposé des temps de mise en réseau et de partage d'expériences sur des démarches conduites de Smart Village au niveau français. Et le constat, c'était que pour beaucoup d'acteurs, ce mot, ce concept pouvait paraître distant, voire abstrait, et qui nécessitait donc un besoin de médiation relativement à ce qu'il recouvrait. Ce qui a donc motivé le réseau rural à conduire cette mission et de finalement mieux caractériser cette approche et les démarches de Smart Village en France, d'essayer d'en définir des principes directeurs qui soient communs à l'ensemble des démarches qui se développaient de plus en plus dans des territoires ruraux, de la commune jusqu'à l'intercommunalité et au pays, et de le rendre appropriable, pédagogique pour un public d'élus, de techniciens de collectivité et plus largement leurs partenaires dans les territoires ruraux. Donc, cette mission a donné lieu à la production de 3 livrables. Tout d'abord, une analyse de la problématique, puisqu'il s'agissait bien de d'abord se poser les bonnes questions et de circonscrire le sujet. Et ensuite, de travailler vraiment à l'élaboration de ce guide. Et enfin, c'est le premier temps aujourd'hui de restitution en distance et en visio. Et il y aura un autre temps de restitution en présentiel à Paris dans le cadre de l'Assemblée générale du Réseau rural national le 9 décembre prochain. Et j'imagine que on sera des plus heureux si, bien sûr, vous pouvez nous y rejoindre. Le contenu de ce guide, peut-être pour certains, vous l'avez déjà parcouru en diagonale, dans les grandes lignes ou plus en profondeur. Vous trouverez des éléments de définition dans un premier temps, des repères méthodologiques qui peuvent vous permettre vraiment de vous aiguiller dans sa mise en place avec des fiches méthodes et aussi les approches thématiques qu'il recouvre sur tous les champs de développement local que les acteurs ont investis pour vraiment agir dans les territoires, de l'agriculture au champ de la mobilité, au champ du développement économique et toutes ces compétences que peuvent avoir les collectivités locales. C'était très important aussi d'outiller les acteurs avec toutes les ressources disponibles, que ce soit des ressources humaines, donc des réseaux ou des acteurs qui peuvent vous aider à conduire et engager des démarches, que aussi les ressources financières présentes et les financements disponibles à date. Évidemment, c'est des choses qui évoluent très rapidement, mais l'idée, c'était en tout cas, de manière la plus exhaustive possible, de vous donner des clés d'entrée pour aller chercher des financements et faire donner de l'ampleur à vos projets grâce à des financements consolidés. Et également une partie sur l'évaluation de ces démarches, des démarches d'évaluation, d'auto-évaluation pour les territoires, qui permettent aussi de mesurer quelque part le retour sur investissement et les impacts effectivement produits par ces démarches. Enfin, c'était très important dans ce guide de pouvoir inspirer les acteurs, les élus. Et donc, il nous semblait pertinent et intéressant de collecter un certain nombre de verbatim, de paroles, et de les livrer dans ce guide comme autant de paroles inspirantes pour motiver et conduire l'action, et que on ait des paroles de pair à pair. Et enfin, quelques enseignements que vous trouverez principalement dans la conclusion de ce guide qui s'intitule donc Smart Village vers un modèle français au service des territoires ruraux, se saisir de la démarche et la mettre en œuvre sur son territoire. Ça semblait très important de vous parler, de vous dire un mot de la méthodologie d'élaboration du guide, puisqu'on est sur un sujet nouveau. Il ne s'agissait pas pour l'ADRE de réfléchir seul à ces questions, mais bien de faire valider un certain nombre de points, d'éléments de définition ou de débats que pouvait poser l'approche et sa mise en œuvre dans les territoires à un certain nombre d'acteurs.
Donc, bien entendu, au-delà du comité de pilotage constitué aux fins de la mission en lien avec les ministères concernés et donc sous le pilotage du réseau rural national, il avait été proposé de mobiliser un comité d'experts pour venir trouver un positionnement qui méritait d'être adopté vis-à-vis de certaines questions à arbitrer, notamment sur le concept même de Smart Village et sa définition, mais aussi sur la place de l'innovation dans les démarches ou encore la place du numérique qui pouvait poser question jusqu'alors. Et donc, ils sont cités ici sous vos yeux, toutes ces structures et leurs dirigeants ou représentants fortement impliqués depuis de nombreuses années sur les questions Smart Village ont été à nos côtés dans cette mission pour du coup livrer les éléments les plus objectifs pouvant guider la lecture sur ce concept et cette démarche Smart Village. C'est l'occasion pour moi de les remercier pour leur participation très active à l'élaboration de ce guide. Et enfin, d'un point de vue méthodologique, l'idée était donc de s'appuyer sur une analyse assez fine d'expériences conduites dans des territoires ruraux en France, toute typologie de collectivités confondues et territoires confondus, en France métropolitaine comme dans les dom-toms. Un questionnaire avait été diffusé à cette fin pour identifier et collecter finalement l'intérêt de territoires à parler de leur expérience, qui avait fait l'objet de 25 réponses de territoires, et aussi d'une base de données que le réseau rural national et l'ADRE avaient réalisée et qui identifiait d'ores et déjà une cinquantaine de territoires engagés dans des démarches revendiquées Smart Village ou d'autres appellations, on le verra ensuite. Le comité de pilotage a tranché pour retenir 15 territoires de tailles différentes qui semblaient présenter aussi une belle diversité d'acteurs, de formats, de processus, de champs de développement local touché et aussi de répartition en France entre des territoires ruraux, peu denses, très peu denses, littoraux, de montagne. C'était très important de trouver cette diversité-là pour illustrer des réalités de terrain et des particularités de territoires diverses. Et donc, pour finir, 3 visites de terrain ont été réalisées pour venir approfondir les sujets avec les acteurs. Alors, la question sûrement que beaucoup attendent. Smart Village, de quoi parle-t-on? Eh bien, je ne vais pas y répondre tout de suite, on est un peu taquin et on va vous proposer une petite vidéo pour que les acteurs qui font le Smart Village en parlent. Et ça se passe à l'Orme et on se retrouve dans 2 minutes suite à cette vidéo pour pouvoir en parler avec vous. Polonais, Suédois, Belges, Italiens. Dans les rues de l'Orme, près de 50 visiteurs particuliers représentant de territoires ruraux et fonctionnaires européens. Pas de tourisme, mais une visite de travail pour s'inspirer des actions en matière de numérique et de redynamisation. Il y a des choses qui peuvent être partagées. C'est vraiment intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Parce qu'on peut toujours apprendre des autres et parfois éviter des erreurs qui ont pu être faites. Je crois que tout en Europe, partout, on a ces problèmes de ce genre, où on en aura. Alors, il est très intéressant de voir comment l'Orme met en pratique, trouve des solutions très pratiques. Depuis plusieurs années, l'Orme refuse de céder au fatalisme de l'exode rural. Ouverture de commerces, de locaux associatifs, rénovation du centre-bourg. La multiplication des actions a permis de capter de nouveaux habitants. Près d'un Lormois sur 5 n'était pas là il y a 5 ans, comme Alain Veil, séduit par le cadre et le dynamisme. C'est en plus qui est vraiment intéressant, quoi, parce que en plus nous on a vraiment vu l'évolution, hein, comme ça fait 5 ans qu'on est là vraiment tout le temps à l'année, on a vraiment vu les changements et le village qui commence à revivre, quoi, et ça c'est vraiment intéressant. Pourtant, il reste de nombreuses difficultés pour un village isolé au cœur du Morvan. Mobilité, vieillissement, emploi. Et pour y faire face, l'Orme peut continuer à proposer des solutions. Il y a toujours des défis quand on est dans des petites villes ou des plus grandes d'ailleurs. C'est sans fin parce que la période que nous traversons est complexe. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que 4 ou 5 générations cohabitent. On a bien tous conscience de la crise de l'enjeu climatique. On sait qu'on ne connaît pas 50% des métiers qui existeront dans 10 ans. Donc, partout, de l'Orme jusqu'à Paris, il faut se mettre en mode innovation, en mode invention. Des défis pour lesquels la ville entend bien obtenir des moyens supplémentaires de l'Union européenne. L'Orme fait partie des candidats pour le prochain plan d'action pour des villages intelligents.
Voilà, je reviens sur la présentation. Donc, vous avez entendu un certain nombre d'acteurs Chacun parler. sous son pinceau. Alors, les habitants sont... YouTube ne veut pas s'arrêter, pardon. Voilà, donc vous avez entendu les acteurs parler de cette démarche et dont le maire de la commune. Donc, c'est dire déjà d'où vient ce terme Smart Village, d'où ça part. Dans les années 2000 et même avant, vous devez le savoir, naissait le concept de Smart City. Donc, cette manière d'envisager l'aménagement et une gouvernance des grandes villes, des métropoles, dans le monde comme en France, pour utiliser le potentiel des outils numériques, leurs infrastructures, aussi la puissance de la gestion et de l'analyse des données, pour mettre en réseau les hommes, les biens et les services dans une perspective d'optimisation, de gestion en fait de la ville et de ses différents flux, dans une perspective donc d'optimisation et aussi d'économie. Maintenant qu'on a dit ça, en 2016, la Commission européenne et l'Union européenne portent des déclarations qui font date pour porter le concept de Smart Village en se disant que tout le potentiel des outils numériques ne doivent pas être réservés, bien entendu, qu'aux métropoles et que certainement les territoires ruraux, eux aussi, peuvent en tirer le meilleur parti. Donc, la déclaration de Cork en 2016, avec à l'époque Phil Hogan, commissaire européen, ou encore le discours de Bled en 2018, viennent vraiment porter cette vision politique de la nécessité du soutien des territoires ruraux à la conduite de ces démarches. Différents appels à projets ont ensuite été émis au niveau européen sur les différentes programmations qui ont donné lieu à la conduite de projets comme Smart Eco-Social Villages, Smart Rural 21, un projet Interreg Espace Alpin sur les Smart Villages et d'autres qui ont permis de développer des méthodologies et de tester l'accompagnement d'expérimentation dans des territoires pilotes qui faisaient déjà beaucoup de choses et en tout cas de venir commencer à construire des méthodologies communes et de consolider des réseaux d'acteurs. Ça a aussi été le cas du réseau européen pour le développement rural qui dès lors a été actif sur le sujet. En France, la Caisse des dépôts en premier lieu, puis d'autres organisations nationales ensuite, ont consacré des guides qui viennent dire, effectivement, et le titre du guide de la Caisse des dépôts, Smart City versus Stupid Villages, il s'agissait de dire, penchons-nous concrètement sur la question de ce que peuvent être des démarches intelligentes, donc c'est très mal traduit de l'anglais, en tout cas en ruralité. Et donc, c'est des guides qui commencent à apparaître et à donner des clés de lecture pour les acteurs des territoires ruraux. Je vais remettre en format présentation, ce sera peut-être plus agréable à la lecture. Et donc, des définitions qui émergent. Donc, vous l'avez entendu et c'était très intéressant sur la vidéo. La dame dit comment l'ORM met en pratique ça sur son territoire. Et donc, ce qui a été le parti pris adopté dans le guide était bien de quelque part sanctuariser le mot de démarche pour qualifier ce que peut être un smart village. Il s'agit d'une démarche au sens d'une manière d'agir et non pas d'un concept, puisque de fait, depuis 2016 et même avant, il y a des acteurs présents dans les ateliers qui en témoigneront. Ces démarches existent depuis plusieurs années, elles s'incarnent et se mettent en pratique dans les territoires. Elles portent pour certaines l'appellation Smart Village et pour certains, ils n'ont pas attendu après l'Union européenne pour qualifier leur démarche et donc des termes comme territoire intelligent, village du futur, petite ville de demain émergent. Et ce guide, en tout cas, visait vraiment à trouver le dénominateur commun dans ces démarches et le choix a été fait de conserver la terminologie européenne pour trouver un grand chapeau à l'ensemble de ces démarches et de pouvoir que les acteurs puissent s'y retrouver. Il demeure que donc un certain nombre d'autres appellations perdurent et qu'elles sont tout autant légitimes. Donc plusieurs définitions sont présentes dans le guide et on vous en livre une ici. Il s'agit d'un territoire qui agit pour un développement soutenable en faisant appel à des logiques coopératives et d'intelligence collective et en utilisant éventuellement le potentiel du numérique pour répondre à ces défis actuels et à venir. Une, donc parmi plusieurs définitions, pour des démarches finalement très hétérogènes en termes de méthodologie et de contenu sur le terrain. Vous le verrez dans le guide, les fiches expériences retracent bien cette diversité et qu'il y a autant de démarches
que de territoires qui ont leurs propres particularités, leurs propres défis locaux à résoudre. Et qu'en tout cas, la volonté de ce guide, c'était vraiment de trouver ces dénominateurs communs à ces démarches. Alors, pourquoi se lancer? Et il peut être intéressant au moment de vouloir engager le pas, de se dire pourquoi on le fait. Et évidemment, ça peut être le fait d'envisager des solutions nouvelles pour les acteurs du territoire. Il y a déjà un certain nombre de territoires ruraux qui sont dans la démarche, et donc il y a plein de bonnes pratiques et d'expériences et de retours d'expériences qui sont à aller collecter et qui peuvent inspirer et guider l'action. L'idée d'un Smart Village, puisqu'il fait appel à des logiques hautement coopératives, c'est de porter un projet urbain de politique locale qui puisse créer une cohérence aussi entre des initiatives qui jusque-là pouvaient être séparées, parfois portées par des acteurs privés, parfois portées par des acteurs publics. Et le fait de conduire une démarche en coopération, et on le verra, un des principes essentiels, ça peut permettre de trouver une cohérence et une vision qui est partagée par les acteurs locaux. Évidemment, vous le verrez ensuite aussi, ce sont des démarches qui vont vraiment chercher à mobiliser les habitants, à créer de la participation citoyenne autour des projets et dès la conception des projets. Un des corollaires, c'est que ça peut être aussi l'occasion de développer des formes de démocratie participative localement, avec plus de transparence, plus de participation des habitants dans les prises de décision et la vie de la cité. Smart Village, ça entend aussi utiliser intelligemment l'ensemble des ressources donc locales, la force et la richesse des habitants, des acteurs publics comme privés, de leurs compétences, et aussi d'utiliser intelligemment l'ensemble des ressources disponibles et donc de penser les financements de projets avec toutes les opportunités de partenariat, de financement public et privé et de montage intéressants qu'on peut trouver. Et donc bénéficier des retours d'expérience disponibles, ça je l'ai un petit peu dit. Au-delà de ces motivations, plusieurs villages dont on a analysé la démarche trouvent aussi l'initiation dans un moteur, un moment clé de la vie du territoire qui fait que ça va conduire à motiver l'action, peut-être de faire autrement et d'adopter une démarche nouvelle que recouvrent finalement les démarches de Smart Village. Vous entendrez en atelier la commune d'Arvieux qui pourra en parler, qui du coup vivait et faisait le constat d'une baisse démographique, baisse de population, et il s'agissait d'agir à un moment donné pour renverser la tendance. Ça c'est un moteur souvent observé. Pour la commune de Lorme, et ça a été dit très bien par un habitant, pareil, c'est une petite centralité en perte de vitesse. Et lui-même témoigne, 5 ans après, on retrouve la dynamique dans le village. Pour Villeneuve-sur-Allier, et monsieur le maire aussi, j'imagine, pourra en témoigner, ça part de la projection du contournement prochain du village en lien avec l'aménagement de la Nationale 7. Et donc, de prévenir, agir par rapport à ce qui raisonnablement pourrait se passer, de perte d'attractivité et de dynamisme du centre-bourg et comment renverser la tendance, même en amont. Et enfin, pour citer d'un point de vue environnemental, on pourrait citer Saint-Sulpice-la-Forêt, qui est une expérience pas présente dans le guide, mais qui constate l'explosion de ces factures énergétiques liées en fait à une fuite d'eau non détectée sur le réseau, et les élus qui se mettent en mode projet pour se dire comment on peut faire de cet événement malheureux, enfin voilà, qui n'avait pas été piloté, prévu, pour en construire un projet. Donc, à la base de ce projet environnemental de gestion intelligente du réseau, ils en sont maintenant, plus de 5 ans après, à porter un projet urbain hautement participatif, Saint-Sulpice 2035, et qui maintenant recouvre tous les champs de développement local. C'est pour dire que les moteurs sont variés, et qu'en tout cas, souvent, ils sont soit en réponse, soit des moyens proactifs pour envisager un développement transversal et intégré sur le territoire. J'ai commencé à faire à dévoiler quelques principes directeurs. Vous les retrouverez dans le guide, ils sont détaillés. Ces principes directeurs, ils ne sont pas la condition sine qua non pour devenir un Smart Village ou pour conduire une démarche de Smart Village. Ce qu'on cite dans le guide, c'est qu'ils pourraient s'entendre comme des éléments qui guident l'action.
un peu comme une boussole, comme on trouve aujourd'hui des boussoles de la résilience ou des boussoles liées au développement durable. Il s'agit d'une démarche donc d'amélioration continue et que ces principes directeurs, ils peuvent être mobilisés à certains moments ou pas, plus fort à certains moments, et recouvrir tous mobilisés éventuellement. Donc, le premier, c'est que, je l'ai un petit peu dit, c'est un projet de territoire mené en coopération qui mobilise autour de la résolution des défis locaux avérés du territoire, les acteurs privés, les acteurs publics, des acteurs du territoire, mais aussi des acteurs extérieurs au territoire. Et donc, ça fait intervenir des logiques de coopération horizontale sur le territoire, de comment on tire le meilleur profit des interactions présentes entre les différentes parties prenantes concernées par la recherche de solutions sur ces problématiques, mais aussi des coopérations entre territoires ou avec des acteurs supraterritoriaux que peuvent être les départements, les régions, mais aussi des réseaux thématiques qui peuvent aider à la résolution des problématiques du territoire. C'est aussi la recherche d'une certaine transversalité en termes de public et de thématique pour couvrir, avoir une vision sur les différents défis à relever et de mobiliser les compétences aux bons endroits pour les résoudre. Bien entendu, les outils numériques peuvent, et c'était, je crois, une des questions déjà, aider à trouver des modes de coopération dans le cadre de ces démarches. Et ils en sont un support évidemment très utile. Et il sera, a priori, ils sont mobilisés différemment au sein de chaque démarche. Et pour autant, on les retrouve très souvent du wiki, de la plateforme collaborative, aux espaces de télétravail. Et donc, en termes d'aménagement que d'outils, ils sont évidemment facilitateurs. Et là où l'outil numérique est un petit peu une modalité de coopération 2.0 et un outil au service de la coopération, les tiers-lieux sont des lieux, des nouveaux espaces qui sont très présents souvent au sein des territoires qui portent des démarches de Smart Village et qui semblent évidemment très facilitateurs de démarches de coopération puisque leur idée première est de faciliter l'émulation, de faciliter la rencontre entre des acteurs d'horizons variés pour développer des projets, que ce soit autour du numérique, que de l'innovation sociale, que de la culture, chaque tiers-lieu ayant des couleurs différentes en fonction des besoins des territoires. Le deuxième principe directeur que l'on a pu qualifier, c'est celui de la participation citoyenne, qui est donc très souvent mobilisée dans le cadre de ces démarches, comme un moyen de gagner en transparence auprès de la population sur les projets conduits par la collectivité ou et le collectif d'acteurs, qu'il implique évidemment un portage politique fort pour légitimer le projet, sans pour autant le rendre élu dépendant. Ce qui est dit, c'est que la participation cititoyenne serve au projet politique, mais serve au projet d'intérêt général que la démarche Smart Village tente d'adresser. Il y a de nombreux outils de participation citoyenne qui sont aussi utilisés aux fins de la réalisation ou l'accélération des projets sur le territoire, que ce soit des instances comme les conseils villageois ou les conseils citoyens, également les chantiers participatifs ou encore les budgets citoyens. Le troisième principe, c'est celui d'être un territoire connecté. Avec une transition numérique qui pourrait s'envisager comme une opportunité pour relever de nouveaux défis, que ce soit dans la création de nouveaux services localement, que dans le fait de mettre en place les infrastructures nécessaires à effectivement une bonne connectivité sur le territoire, le fait que il peut être un facteur il peut être facteur d'exclusion et en tout cas de porter une attention au fait d'inclure le maximum de personnes sur ce qui le rend possible semble très important. Et en tout cas de l'envisager au sens que le numérique n'est qu'un outil au service de ces démarches. Dans le guide sont développés un certain nombre de paragraphes sur les sujets liés à la gouvernance des données, à leur ouverture, pourquoi le faire, sur la cybersécurité,
sur les communs numériques ou encore sur la dématérialisation des services publics et les nouvelles modalités de relation entre l'administration et ses citoyens que le numérique vient complètement de nos jours bousculer, renouveler. Voilà. Ce que le guide dit et ce qui semble très important sur ce principe-là, c'est qu'a priori, c'est pas nécessairement une condition sine qua non pour être un smart village que d'utiliser toutes les potentialités du numérique et ses usages. Toutefois, ce que l'on observe, c'est qu'il semble qu'un territoire qui souhaiterait s'engager dans la démarche serait vraiment avisé de pouvoir se construire une culture commune sur les opportunités qu'offre le numérique, sur ses limites, ses risques, mais aussi ses menaces, que l'ensemble des acteurs puissent avoir une vision globale de l'ensemble des enjeux liés au numérique et qui sont très importants pour aujourd'hui, et ainsi de faire des choix avisés pour mobiliser certaines solutions, construire certains outils, en acheter certains. Est-ce qu'ils sont propriétaires, libres? Des questions sont à arbitrer, mais qu'en tout cas, et a priori, un smart village ne pourrait pas se passer de se poser ces questions. Et ce qui impliquerait nécessairement, en tout cas, d'être sensibilisé ou de se former à ces questions. Il y a beaucoup de financements dédiés pour former les élus aujourd'hui portés par l'État dans le cadre de France Relance, et ça va continuer des logiques de sensibilisation sur les outils libres. L'idée étant que il s'agirait de tirer tout le meilleur profit de ces outils pour amener à la résolution des défis. Et peut-être pour citer pour dire une dernière chose là-dessus, c'est que ne serait-ce qu'en matière de cybersécurité, ne pas prévenir peut être très coûteux en cas de cyberattaque. Elles sont aujourd'hui de plus en plus courantes et elles peuvent être très coûteuses. Et il y a eu quelques exemples qu'on cite dans le guide de collectivités qui ont pu être complètement à l'arrêt du fait d'attaques, et que le fait de s'y pencher et de prendre les mesures au préalable, c'est un investissement nécessaire et qui peut rapporter en fait beaucoup d'argent sur le long terme en cas de problématique. Donc c'est un exemple pour dire que de le travailler en amont et de porter un projet global sur comment on intègre le numérique semble vraiment nécessaire dans le cadre des démarches de Smart Village. Le quatrième principe sur évidemment le fait que les Smart Villages sont engagés dans une logique de développement soutenable, et que la question de la transition écologique, et ça a été dit par le maire de Lorme, et de comment on vient intégrer les effets attendus du réchauffement climatique, évidemment aussi les crises que l'on a pu connaître et que l'on connaît sur les crises énergétiques, amènent et nous invitent à repenser et de plus en plus en urgence toutes ces questions-là, et qu'a priori, il y a un certain nombre d'optimisations possibles sur tous les champs liés à l'aménagement du territoire, et qui peuvent là aussi trouver un retour sur investissement très rapide. Le guide comporte un large focus sur la mobilité et les soucis de mobilité, les problématiques de mobilité que peuvent rencontrer les acteurs dans les territoires ruraux, et au sens où c'est une question primordiale pour penser l'accessibilité des lieux, l'accessibilité des services. Et donc, il est consacré une large partie dans le guide. Et c'est souvent aussi une thématique d'entrée travaillée dans les démarches de Smart Village, aussi dans des logiques largement partenariales entre acteurs publics et privés pour développer des solutions innovantes, ou en tout cas qui fonctionnent pour les territoires ruraux qui les adoptent. Et enfin, un cinquième principe directeur qui concerne le mouvement des communs. Le mouvement des communs, c'est l'idée de se dire que aujourd'hui, dans une logique écosystémique où on peut partager entre territoires, entre acteurs, partager des expériences, des retours d'expérience, il ne s'agit pas de fonctionner en vase clos au sein de son territoire. Enfin, il ne s'agirait pas de fonctionner en vase clos sur son territoire, et qu'on aurait tout à gagner à partager les retours d'expérience, les écailles, ça a aussi été dit dans la vidéo, pour avancer plus vite au bénéfice de son projet de territoire. Et c'est vraiment l'idée des communs. Le commun numérique le plus connu étant Wikipédia. Il y en a d'autres sur thématiques, par exemple, sur aussi certains champs de développement local. On pourrait citer l'exemple des mobilités avec Movilab. Le guide en recense certains.
et investir ce mouvement dans le fait d'être producteur de contenu et de données ouvertes et de capitaliser ce qui se passe sur votre territoire, ça peut bénéficier à d'autres et inversement, vous pourriez bénéficier évidemment du partage de ressources et d'expertise de la part d'acteurs externes. Et il semble que ce soit une clé d'entrée aussi des démarches de Smart Village que d'être très largement ouvert au monde finalement. Eh bien, maintenant que l'on a pu vous présenter ça, et j'imagine que ça a dû soulever tout un tas de questions, par quoi commencer? Donc, j'ai pu citer auparavant les moteurs qui conduisent l'initiation de ces démarches. En tout cas, par quoi commencer? Il y a peut-être certains freins qui ont pu être identifiés. Là, on a qualifié l'absence d'une vision et d'une culture des possibles. On pourrait dire le manque en fonction des territoires, peut-être un certain manque d'une vision et d'une culture des possibles à l'ère 2.0, au sens à l'ère 2.0 d'une société complètement renouvelée par les usages du numérique et qui comporte aussi des attentes sociétales nouvelles suite à la crise sanitaire et à bien d'autres phénomènes. Et que donc, cela implique de se forger une culture commune et territoriale sur ces enjeux, et aussi, quelque part, de s'outiller et d'être accompagné ou de se former aux nouvelles formes de coopération et de développement de projets des territoires. Alors, quelques conseils, et donc je terminerai là-dessus rapidement. Bien, s'inspirer de démarches existantes. On espère que le guide vous permettra de démarrer, en tout cas. Sur le fait de s'impliquer dans le cadre de dynamiques interterritoriales et de rechercher des approches conduites au sein de consortiums de collectivités. Je pense que les réseaux de maires, enfin les associations nationales de maires ruraux diverses peuvent être une bonne entrée pour le faire et de vous rapprocher de collectivités qui partagent les mêmes problématiques pour avancer entre pairs et d'intégrer des dynamiques territoriales sur des sujets qui vous semblent intéressants de travailler. Ça peut être un point d'entrée. Donc, la culture commune, on en a parlé, il y a différents moyens de le faire. Ça peut être de participer ou d'organiser des visites de terrain au sein de collectivités qui mènent des choses qui vous intéressent. Ça pourrait être d'organiser un événement mobilisateur et fédérateur sur le territoire qui marque vraiment je dirais, la première pierre de ces démarches. On a pu souvent voir que ça fonctionnait bien. Voilà, quelques idées. Être rapidement dans le faire. La démarche de Smart Village, elle invite à faire deux choses en même temps. À la fois de dresser une vision à long terme de ce que pourrait être cette démarche de développement local intégré. Et c'était déjà le cas auparavant hein, dans certaines politiques et des outils de planification qui ont trait. Mais là, l'idée, c'est qu'en parallèle de cette vision à long terme qu'on souhaite adresser avec ses ambitions, ses objectifs, c'est d'être rapidement dans le faire et de porter des actions qu'on peut faire très concrètement dès demain et de tester des solutions en même temps que l'on avance dans une démarche itérative, incrémentale, agile et au-delà d'avoir pour être pas politiquement correct, il y a qu'à Faucon pour 20 ans, de se dire on a une vision. Qu'est-ce qu'on peut aussi tester aujourd'hui pour voir si c'est une bonne solution qu'on pourrait ensuite essaimer, à laquelle on pourrait donner de l'ampleur et capitaliser pour en faire des solutions plus largement répandues sur le territoire. Donc, également, un point important, le fait de veiller à soigner l'animation. Souvent, dans les démarches conduites, on observe qu'il y a un souci vraiment particulier pour donner à chaque temps de rencontre entre acteurs une certaine couleur de convivialité qui respecte vraiment la culture et qui donne l'empreinte, voilà, qui donne la marque d'une nouvelle manière de travailler avec toute l'intelligence collective et la convivialité qui peuvent être. Il y a plein d'outils aujourd'hui pour le faire. Choisir et adapter les outils numériques aux usages. En effet, à nouveau, l'idée n'étant pas de faire un projet qui porte l'ambition du numérique, mais bien que le numérique soit un outil au service de la résolution de ces défis dans les différents champs de développement local. De s'appuyer sur des ambassadeurs convaincus par le projet. Vous avez pu voir cette vidéo et ce maire très convaincu. Il y a certainement des acteurs au sein de vos territoires qui portent un petit peu cette vision et qui sont en capacité de l'incarner et d'embarquer
le groupe projet avec eux. Rester agile et dans la liberté d'action, ça je crois que je l'ai dit, s'accorder un droit à l'erreur, L'idée de l'expérimentation est semble-t-il, omniprésente dans les démarches que l'on a pu observer. Et de donner le temps aux expérimentations, parfois d'échouer, et de fonctionner, de se trouver, et en tout cas d'accorder un certain temps à ces expérimentations pour pouvoir s'ajuster et leur permettre de donner leur plein potentiel. Et de financer autrement. Effectivement, on l'espère, vous le verrez dans le guide, il y a quand même le fait de se reconnaître de ces démarches, de souhaiter les mettre en œuvre. Il y a un certain nombre d'acteurs à différents niveaux, d'acteurs publics qui financent de plus en plus ces démarches de manière sectorielle ou de manière large, transversale sur tout l'ensemble de la démarche. Et donc voilà une bulle juste pour vous signifier que toutes ces expériences qu'on a pu qualifier dans le guide, elles ont trait à beaucoup de champs, de la revitalisation des centres-bourgs, au développement de l'offre de services à la population et d'un accueil lié de nouvelles populations, aux solutions de mobilité, à la gestion optimisée de l'énergie, au développement de tiers-lieux, qu'ils soient des lieux en dur ou des tiers-lieux numériques et des espaces d'échange à distance. Toutes ces expériences contribuent quelque part à faire des dynamiques de territoire et des démarches de Smart Village qui avancent chemin faisant pour répondre à leurs besoins particuliers. Et comme vous pouvez le voir, il y en a certainement autant que de territoires et de problématiques. Et enfin, quel canal utiliser pour toucher les acteurs? Je l'ai un petit peu dit, je vais peut-être pas insister là-dessus, de participer à des temps collectifs sur le sujet, de se former et de susciter l'envie d'acteurs privés comme publics de coopérer sur le territoire d'ancrage. Ça semble des bons moyens d'entrer dans le sujet. Et autant de ressources pour aller plus loin qu'on vous invite à consulter. Le guide porte des ressources généralistes sur les Smart Villages, mais aussi un certain nombre de ressources thématiques dans chacune des parties qu'il développe, notamment ces principes directeurs que je vous ai présentés. Et je vous remercie de votre attention. Je crois que j'ai dépassé le temps et je m'en excuse. Et on serait ravis avec ma collègue Céline Dassy de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup Claire pour la présentation. C'est pas grave, c'était très intéressant. Donc merci beaucoup. Mais écoutez, oui, on peut passer à une petite série de questions pendant un quart d'heure. Voilà, donc les questions sont écrites dans le chat sur le côté. N'hésitez pas à rajouter d'autres questions au fur et à mesure. Et donc Claire, je vous laisse si vous voulez les prendre une à une, sauf si vous voulez que je vous les lise. Alors, il faut remettre le micro. Je les lis en même temps, il y en a quelques-unes. La démarche et ses modes de financement. Mode de financement, vous le verrez dans le guide, l'Europe et certaines collectivités territoriales françaises, on va dire plutôt au niveau régional, portent des programmes d'appui aux démarches de Smart Village vraiment consacrés. Donc, appui aux démarches de territoire intelligent, appui aux démarches de Smart Territoire et financent aussi bien l'investissement que du fonctionnement sur vraiment des démarches dans leur transversalité. Et le guide présente ensuite, comme je l'ai dit en dernière partie, un certain nombre d'opportunités de financement plus sectorielles, notamment sur les questions de numérique, tout ce qui est lié aux démarches de données ouvertes, de commun numérique, de cybersécurité. Il y a beaucoup de moyens là-dessus en ce moment par l'État. Des tiers-lieux, évidemment, vous devez connaître Fabrique de territoire. Il y a différentes vagues, j'imagine, qui vont certainement perdurer en ce sens. Les financements européens sont évidemment présents pour financer ces démarches-là. À ce titre, évidemment, les prochaines programmations leaders et en fonction des stratégies adoptées par l'EGAL pourront être intéressantes pour faire financer ces démarches et elles financent du fonctionnement et de l'investissement. Donc, elles pourront certainement venir contribuer à financer la démarche dans son ensemble et l'animation qu'elle peut nécessiter, de même que les projets d'investissement qu'elle pourrait recouvrir, que ce soit sur les champs de l'agriculture, de la culture, des tiers-lieux. Voilà, je vous invite à confère le guide pour plus de détails sur les appels à projets, les financements disponibles à ce jour et je laisse ma collègue compléter.
Bonjour à toutes et tous. Donc, Céline Dassy, co-rédactrice du guide avec Claire pour l'ADRE. Je me permets juste de compléter effectivement sur ce volet financement. On a fait figurer dans chacune des fiches expériences qui se trouvent au sein du guide la manière dont les acteurs ont financé les projets. Quels appels à projets ils ont mobilisés, quels dispositifs sur lesquels ils se sont appuyés. Donc vraiment, ça donne des exemples extrêmement concrets de comment des acteurs ont pu, sur la base d'un projet bien précis, s'appuyer sur des financements adaptés. Alors, je lis une autre question qui me retient mon attention. Est-ce que cela concerne uniquement des projets dématérialisés? Les démarches de Smart Village, en tout cas, portent bien une vision et des projets très concrets de développement de services à la population, de développement de mobilité alternative, de gestion optimisée des ressources locales, que ce soit d'éclairage public, d'eau, des ressources agricoles. Il y a tout un champ en fait local qui peut être investi pour porter des projets qui ont trait à une démarche plus globale et transversale de Smart Village. Et donc, si j'ai bien compris la question, non, il ne s'agirait pas de financer que des projets qui ont trait au développement, à la transition numérique de territoire en termes d'infrastructures ou de services dématérialisés, quand on pense par exemple dématérialisation des services publics. Donc, remettre le PowerPoint en plein écran, je crois que c'est bon, c'est fait. En quoi le modèle de Smart Village peut inciter la concertation, mais aussi répondre aux transitions? Quelle intervention possible du programme Leader 23-27? Alors, je dirais que la démarche telle qu'on l'a qualifiée dans le guide démontre qu'il s'agit vraiment de comprendre et mobiliser toute l'opportunité à faire participer les habitants de son territoire au projet de la collectivité ou du collectif d'acteurs qui porte la démarche. C'est vraiment le sens et je pense que ça dépasse la concertation. Ça vraiment, c'est pour ça qu'on a qualifié ce principe directeur autour de la participation citoyenne. C'est comment on mobilise des acteurs privés, habitants, associatifs, acteurs privés, sociétés, à penser avec la collectivité et dès la conception des projets, comment ça va se dérouler et qu'il y ait des instances décisionnelles partagées entre les acteurs. Parce que le projet et la vision aussi aura été partagé dès les prémices et en amont. Et que donc tous au diapason se mettent en mode projet et y contribuent grâce à leurs compétences respectives et souvent à travers de rencontres qui mobilisent l'ensemble des acteurs et dans des démarches où chacun a sa place. Et donc, la concertation, ça va être de dire je prends l'avis à un moment donné, on concerte. Tandis que la participation citoyenne, c'est donner les moyens d'agir, chacun avec son rôle et ses possibilités. Et c'est vraiment ça que vous retrouvez dans les définitions de Smart Village, c'est le sens de communauté et c'est utiliser le plein potentiel et la force des communautés d'acteurs dans le territoire. Et donc, c'est de dire que chacun a sa place et son rôle pour résoudre la problématique locale. Si je peux me permettre de compléter pour cette question, dans le cadre de la programmation Leader, chaque région a lancé un appel à manifestation d'intérêt. Certaines régions l'ont déjà clos, mais d'autres sont encore en cours. Et au niveau plus local, les GAL leaders ont aussi lancé des manifestations d'intérêt. Et il est peut-être intéressant de rechercher dans votre région propre les financements qui sont possibles dans ce cadre-là. Leader étant parfaitement adapté. Oui, merci Christine. Il est vrai que souvent Leader est on a pu l'observer aussi, un des financeurs des projets conduits dans le cadre de ces démarches.
J'avais une question sur les outils collaboratifs numériques permettant de structurer les projets et les acteurs. Je pense qu'on a pu l'aborder déjà, de dire que chaque territoire a pu choisir l'utilisation des outils numériques, principalement aussi en fonction des usages des personnes et des acteurs, ou en tout cas aussi que la démarche Smart Village soit l'occasion d'une montée en compétence de l'ensemble des acteurs sur ces sujets, et donc une mise en place souvent aussi progressive des outils numériques collaboratifs pour fonctionner. Mais c'est pas un préalable d'entrée s'il s'agit de perdre les acteurs parce qu'ils sont pas en maîtrise des outils. Question très intéressante qui a pu être débattue au sein du comité d'experts. Est-ce que finalement la démarche de Smart Village est différente d'une démarche de développement local simple? Est-ce que c'est pas une autre expression pour parler de développement local? Je crois que vous mettez du doigt finalement tous les débats qui ont agité l'élaboration de ce guide. Et c'est aussi pour ça que il a été aussi choisi de conserver ce terme de Smart Village. C'est que à rebours, on pourrait se poser la question, est-ce que toutes les démarches de développement local aujourd'hui, et comme on les entendait jusque-là, portent la vigilance d'évoquer ces sujets et ces enjeux dans leur conception? Est-ce que la transition numérique, elle est abordée et conscientisée de manière aussi transversale dans chacun des projets de développement local qui sont menés jusqu'aujourd'hui? Est-ce que dans les projets de développement local conduits aujourd'hui, les acteurs sont formés sur ces questions? Est-ce qu'ils savent en quoi le mouvement des communs, est-ce qu'ils savent comment mobiliser tous les outils et les démarches de coopération, de participation citoyenne, des opportunités des outils numériques pour les aider à résoudre les défis locaux en termes de baisse démographique, en termes de problématiques de gestion environnementale des ressources localement, sur la problématique des services à la population, sur la problématique d'isolement de certaines catégories de population par rapport à des problématiques de mobilité, de maîtrise des outils numériques, etc. Et donc, je trouve que de se poser la question dans ce sens-là, ça vient un petit peu poser la question autrement et ça vient plutôt renforcer la motivation à sanctuariser un petit peu cette appellation comme une nouvelle entrée pour penser le développement local. Et c'est ce que vous pourrez lire en longueur. C'est ce que l'on a cherché à argumenter par rapport aux observations, aux retours d'expérience et à ces vives discussions, vives au sens de vives intellectuellement au sein du comité d'experts. Alors, est-ce que il y en a eu plusieurs, excusez-moi. Question, les investissements matériels et immatériels sont éligibles? Ça dépend des lignes de financement. Il faut aller voir dans les différentes programmations. On l'a dit, Leader, ça finance du fonctionnement et l'investissement. En fonction des appels à projets de l'État, on n'est pas sur les mêmes typologies d'éligibilité entre fonctionnement et investissement. C'est la même chose au niveau régional. Donc, au cas par cas, il s'agira d'étudier les possibilités de financement de vos projets. Tout à fait. Aide Territoire, en termes de financement, est une très bonne ressource. Donc, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, l'ANCT porte la plateforme qui s'appelle aideterritoire.gouv.fr, je crois, et qui agrège en fait un ensemble de bases de données qui permet de voir d'un financement du plus local au financement national, voire européen, je crois, ce qui pourrait être disponible sur des champs thématiques très précis de développement local en termes sur l'agriculture, etc. Et en fonction de si vous êtes porteur de projet privé ou collectivité, il me semble. Et donc, l'aide territoire est mentionnée dans le guide aussi. Est-ce que les enquêtes de participation citoyenne sont le moyen le plus pertinent? Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question et parce que je ne suis pas juge de la pertinence par rapport aux problématiques et à la démarche que vous souhaiteriez conduire dans votre territoire. Ce que je peux vous dire, c'est que le guide comporte un certain nombre d'idées et d'actions qui peuvent être portées dans l'objectif de favoriser la participation citoyenne sur son territoire, qui a un certain nombre de ressources pour le faire.
et que ça va de l'enquête à l'organisation de chantiers participatifs avec les habitants pour, c'était le cas à Lorme par exemple, pour repeindre les volets du centre-bourg. Ça a été un chantier participatif assez marquant pour valoriser le patrimoine. Ça peut aller au budget participatif sur une somme allouée par la collectivité et pour lesquelles les habitants décident du projet qui serait soutenu. Voilà, il y a tout un panel de solutions possibles pour développer la participation citoyenne. Alors, les Smart Villages s'appliquent-ils, enfin, les démarches de Smart Village s'appliquent-elles à des communes peu denses uniquement? Il n'y a pas eu de caractérisation de l'application du Smart Village sur certaines typologies de territoires au sens de l'INSEE, entre peu dense, très peu dense, et des aires d'attraction, par exemple, métropolitaines, en fonction de leur éloignement. Ça n'a pas été l'entrée que nous avons retenue. On a plutôt retenu le fait d'observer où ces démarches se situaient effectivement, enfin pour la cinquantaine qu'on a pu identifier, où est-ce qu'elles se situaient, et force était de constater que c'était d'un niveau communal à un niveau de pays, des PETR, en passant par l'intercommunalité. Sur des échelles supérieures, il ne semble pas y avoir de démarche smart à l'échelle départementale ou à l'échelle régionale. Pour autant, ces niveaux de collectivité portent des dispositifs de soutien à des démarches de Smart Village et souvent mettent en réseau les acteurs et les collectivités sur ces sujets-là. Céline, je te laisse compléter. Et de fait, dans les 15 fiches expériences que vous retrouverez au sein du guide, dans leur immense majorité, on est vraiment sur des territoires très peu denses ou peu denses. Donc, on a aussi eu ce biais quand même de sélectionner des territoires ruraux qui sont sur des problématiques similaires ou des caractéristiques quand même assez similaires en termes de densité de population. L'idée, c'était pas d'aller prendre des territoires de densité intermédiaire ou de forte densité, évidemment. L'idée, c'était de rester sur des sujets qui sont communs sur des problématiques en termes de développement rural. Alors, je vous propose de prendre la dernière question avant qu'on puisse peut-être basculer dans une série plus en atelier. Oui, donc à nouveau, une question sur le fait d'avoir consacré quelque part cette terminologie Smart Village pour qualifier ces démarches de développement local intégrées. Effectivement, il est dit qu'un certain nombre de réseaux d'appui et d'accompagnement au développement local portent déjà cette vision évolutive et intégrée des démarches, portant une attention sur la coopération, la participation, les questions de transition et de numérique. Et donc, qu'il apparaît, est-ce que ça induit pas une forme de confusion que de consacrer une nouvelle terminologie à des démarches de développement local, comme la formule était consacrée avant? Eh bien, à nouveau, c'est aussi peut-être un parti pris qui vient mettre l'accent sur une prise de conscience accrue et renouvelée des acteurs sur les enjeux nouveaux en lien avec la transition numérique quelque part forcée d'une société et de comment les territoires s'en saisissent. Et je vous invite pour plus vous faire une idée à lire le guide et qui trace aussi ces débats qui ont pu animer ces choix. Est-ce que Erasmus+... Ah oui, c'est vrai, dernière question, pardon. Non, allez-y, prenez Erasmus+. Erasmus+, qui s'adresse aussi aux acteurs ruraux. Oui, à la fin du guide sur la partie financement, on a consacré une partie sur les financements européens et on les détaille en tout cas en quelques lignes pour les caractériser, ce qu'ils permettent de financer et on renvoie vers les plateformes de chacun des programmes. Merci beaucoup Claire et Céline pour à la fois la présentation, le travail fait sur le guide et la réponse aux questions. Il est possible qu'il reste des questions qui n'ont pas trouvé réponse dans le chat. Je balaye rapidement. Je propose aux participants de bien les garder et de venir les reposer éventuellement dans les sous-groupes qu'on va pouvoir constituer, donc en deuxième partie de ce webinaire. Donc, pour rappeler déjà, vous trouvez bien normalement dans le chat le lien qui vous permet d'accéder à la fois à la version numérique du guide, mais également à la partie précommande si vous souhaitez donc avoir ce guide en version papier.
donc avec toujours un temps, le temps que ça soit imprimé. Sinon, je vous propose de pouvoir maintenant passer à une partie atelier. On a la chance d'avoir de présent des personnes donc de 2 communes, les maires de 2 communes qui vont être présents pour pouvoir présenter leurs initiatives. Donc, concrètement, la fenêtre que vous avez devant vous va se fermer et un questionnaire de satisfaction va apparaître. On vous demande de pouvoir remplir ce questionnaire pour pouvoir ensuite accéder aux ateliers. C'est très court, pas de souci. Et donc, une fois que vous aurez rempli le questionnaire, 2 liens vont apparaître pour justement, vous aurez à cliquer dessus pour pouvoir basculer vers les 2 ateliers. Pour des raisons d'organisation, comme on est assez nombreux, les personnes qui ont leur lettre nom de famille qui vont de A à L, vous cliquez si possible sur le premier lien et ceux de L à Z, de M à Z, sur le 2e lien. Eh bien, écoutez, si c'est tout bon, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants avec nos intervenants dans les ateliers. Merci beaucoup.